Premièrement, thanks Kate. Alors, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous un très chaleureux bienvenue d'être là ce soir. Nous sommes très, très nombreux en virtuel et encore en présentiel. Moi, je vais faire vraiment hybride ce soir. Actuellement, je suis à mi-chemin, donc je suis actuellement virtuel et bientôt, je serai en présentiel physique au CHUM, donc j'ai hâte de vous voir en personne. Donc, bienvenue ce soir. Euh, J'aimerais remercier tout le monde que vous avez pris du temps ce soir pour écouter les derniers sur la recherche. Euh, c'est une journée vraiment, vraiment extraordinaire aujourd'hui. Euh, non seulement parce que c'est la journée mondiale de sensibilisation à la SLA, mais SLA Québec spécifiquement, nous sommes très heureux de partager le fait que nous avons un nouveau manifeste que nous avons lancé aujourd'hui, puis durant le mois de juin SLA. Ce manifeste nous permet de nous tourner vraiment vers l'avenir. Après 40 ans d'existence de SLA Québec, nous avons travaillé pour vraiment créer une nouvelle vision inspirante qu'on va partager un petit vidéo avec vous ce soir. Puis vraiment, notre vision, c'est que les personnes touchées par la SLA disposent des ressources du soutien et des opportunités dont elles ont besoin pour vivre pleinement leur vie jusqu'à ce que la CELA soit vaincue une fois pour toutes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste remercier, très important, nos partenaires Amilex puis MT Pharma qui, grâce à eux, ce soir existent. Alors, merci beaucoup pour votre soutien à Amilex puis à MT Pharma. Et je remercie spécifiquement, naturellement, nos chercheurs et notre panéliste de chercheurs qui va être mené par le Dr. Richard Robitaille en personne. Alors, merci à Richard, puis je te passe la parole et je vous vois bientôt. Merci Claudine, désolé, Suzanne. L'autre Claudine. Merci Richard. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour être sûr qu'on teste, oui, ça va, parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, vraiment très, très heureux de vous accueillir en virtuel mais en personne. Donc, ce soir, ce qu'on veut, comme pour ceux qui ont déjà vu d'autres sessions, c'est vraiment de faire le point sur certaines avancées, mais surtout de vous donner la parole, que vous ayez, qu'on puisse répondre à vos questions du mieux de vos connaissances. Et donc, pour faire ça, bien évidemment, la SLA est une maladie complexe et ça prend plusieurs têtes pour être capable de la comprendre et de la gérer. Et donc, j'aimerais d'emblée vous introduire les membres du panel qui vont nous accompagner ce soir pour essayer de répondre à vos questions. Pas essayer, ils vont répondre à vos questions. Donc, je commencerai sur le virtuel. Donc, on a Dr. Chantal Septon, qui est une professeure à l'Université Laval, au Centre de recherche cerveau. Thank you so much, Chantal, for being here. Bonsoir. Salut. On a aussi, vous allez voir, c'est un monde en évolution. Très heureux d'accueillir Dr. Vincent Piché-Martel. Vincent, dans l'écran en haut à droite. Donc, Vincent a fait ses études de médecine et doctorat à l'Université Laval. Il est présentement en train de compléter sa surspécialité à Boston. Et donc, il s'apprête à revenir chez nous l'an prochain. On a très hâte qu'il revienne. Et donc, il a gracieusement accepté de participer au panel. Et il porte deux chapeaux, un chapeau de chercheur, mais un chapeau de clinicien. Donc, c'est vraiment très heureux de t'avoir avec nous, Vincent. Bonsoir tout le monde. Sur place, donc, on aura avec nous Dr. Christine Van de Velde, qui est professeure à l'Université de Montréal, qui est chercheuse ici au CHUM.
Dr. Kessin Patton, qui est à l'INRS et qui va nous faire une petite présentation tout à l'heure. Donc, un gros merci, Kessin, pour ton aide. Et Dr. Alex Parker, qui est aussi chercheur au CHUM ici. Parlez plus fort encore. Aïe, aïe, aïe. Ah, la soirée va être longue parce que ma voix est forte. Ça va être difficile. On va avoir deux cliniciens avec nous. Dr. Angela Gange, qui est directrice de la clinique SLA au LNI à McGill, et Dr. Oliver Blanchard, qui est aussi un clinicien au LNI. Mais ils vont se joindre à nous vers 18h30. Donc, il y a une question de timing, de famille. Donc, on va avoir les cliniciens avec nous pour environ 45 minutes, de 18h30 à 19h15 environ. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est dans la soirée, on va avoir d'abord la présentation du nouveau manifeste de SLA Québec, qui est en ligne sur Facebook et un peu partout. Mais on va vous le présenter en primeur ce soir. Par la suite, on va avoir une première partie assez courte, mais pour laquelle on pensait que c'était important de vous informer. C'est une nouvelle technologie qui a été développée et qui a mené à un nouveau traitement approuvé par la FDA aux États-Unis, mais qui va avoir un impact chez nous. Donc, c'est ce qu'on appelle les antisens, ESO. Donc, Dr. Patton va vous présenter la biologie, la technologie derrière ça, et en même temps, ça va vous donner une idée de comment ça fonctionne. Et avec des cliniciens, on pourra voir un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais c'est une nouvelle thérapie, un nouveau traitement qui est arrivé en avril dernier, qui a été approuvé aux États-Unis et qui peut être amené chez nous. Les cliniciens pourront nous dire comment. Par la suite, on passera à la session questions-réponses proprement dite. Et donc là, soit en virtuel, vous avez simplement à lever la main et poser votre question de vive voix ou l'écrire sur le chat. Et pour les gens qui sont dans la salle, n'hésitez pas à lever la main et puis on répondra à vos questions. Aïe, 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 that's going to be impossible. Ça ne marchera pas. It's going to be too tough. I'm talking loud. So, il va falloir que les gens qui répondent à la question aient le microphone. On ne sera pas à la table. OK. OK. Donc, mais je n'ai pas besoin de répéter. Do I need to repeat all this? OK. Bon. Alors, les micros sont ouverts. Ils sont ouverts? OK. Est-ce que ça va? Vous m'entendez mieux? Oui? C'est bon? Donc, on va commencer par la première partie qui est donc de vous présenter avec grande fierté le manifeste que SLA Québec a monté pour vraiment souligner l'effort de tous, comme Susan expliquait, contre cette maladie et souligner l'importance de trouver une solution à cette terrible maladie. Donc, Karim, est-ce que tu peux partir le... Ah, c'est moi, ça? Oui, juste peser. Ah, OK. La sclérose latérale amyotrophique ou la SLA est une maladie qui ne s'attaque pas. Elle s'attaque au monténéron et à la moelle. Elle t'enlève ta mobilité, ta dextérité, ta voix, jusqu'à ta capacité de manger et de respirer. Elle te fait ça ou fait ça à un être aimé. C'est une maladie épouvantable, mais qui peut rendre fort. Sorti du dehors, elle te fait paralyser, diminuer ou aggraver. Du dedans, tu continues de réfléchir, de vouloir, d'aimer. Tu n'aimes pas de glace, tu brilles de mille feux. Toi, qui vis avec la maladie, toi, l'aidant, toi, le donateur, toi, le bénévole, toi, l'âme de la recherche. Parce qu'il y a mille raisons de ne pas vouloir s'arrêter. La SLA n'arrête pas. C'est pas de la tout le contrôle des obstacles. Faisons comme notre voix porte. Nos idées se déploient. Nous sommes forts des liens de table.
s'assistance, chose. Pécale. Il nous laisse vivre. Amyotrophic lateral sclerosis, or ALS, is a disease that does not stop. It attacks the motor neurons in the brain and the spinal cord. It takes your ability, your dexterity, your voice, your ability to eat and to breathe. It can strike you or someone you love. ALS is a devastating disease, but it makes you strong. So you might appear numb, desensitized, or defeated on the outside. On the inside, you continue to contemplate, to desire, to love. You are not made of ice. Your inner radiance shines with 1,000 kind of lights. You is living with this. You, the caregiver, the donors, the volunteers, the research champion, the advocate. You carry the torch. Together, we carry. We Because there are thousands. Not to give up. Reasons that inspire us to keep moving forward, to keep finding solutions. because ALS is progressing all the time, is unrelenting. But so are we. Our courageous fight against ALS is fueled by our enduring hope. Our forces rises up, calling on others to join our. Bonds are woven within our hearts. We take action where we can have an impact. In letting hope, we move on, we can find hope. So that we can end us. Voilà. Si, Donc, Richard, si je pourrais dire juste Oui, un petit oui, mot. go ahead. Tout le monde a reçu un courriel, c'était parti vers 5 heures. Les vidéos en français ou en anglais sont là, sont sur nos réseaux sociaux également. Et vous pouvez le voir aussi sur notre site web à slaquebec.ca pour vraiment entendre le tout avec la musique qui a été composée par quelqu'un qui est atteint de la SLA également, Jean-Pierre Isaac. Alors, on remercie tous les participants qui ont participé à cette vidéo et partagez-le sur les réseaux sociaux. C'est ensemble que nos voix vont être amplifiées. Alors, merci, bonne soirée, merci à tous. Merci beaucoup, Claudine. Donc, sans plus tarder, on passerait à la partie information. Et donc, comme je vous l'expliquais, il y a cette nouvelle, c'est une technologie qui a été développée depuis 10-20 ans, mais qui a atteint un point extrêmement important où une approche thérapeutique avec cette technologie-là a été approuvée aux États-Unis. Et on pensait que c'était important de vous informer sur cette technologie-là, donc comment elle fonctionne. Donc, ce sera une belle présentation de Dr. Cassin qui va vous expliquer dans des termes accessibles comment ça fonctionne, comment la technologie arrive à contrôler les impacts négatifs de ce mécanisme-là. Et par la suite, on pourra donc continuer la soirée, la discussion, répondre à vos questions, faire le suivi sur cette technologie-là, l'impact que ça va avoir sur les patients ici au Québec et au Canada. Donc, sans plus tarder, Cassin, merci beaucoup pour ton aide. Bonsoir à tous. Merci Richard pour l'invitation et partager ce qu'on sait, qu'on travaille depuis un bout dans la SLA. Donc, comme Richard disait, il y a une nouvelle type thérapeutique qui est, c'est pas nouveau la technologie, mais récemment, en avril, cette technologie a apporté un traitement. Oh yes. Sur plus. Okay. Non, caché. Ouais. Masqué. Let's. Masquer le comment flottant, oui. Ah, that's better. A little extra, yeah, okay. So reading the video at the top there. À the top. That one here.
Merci. OK. Thanks. That's better. OK. Donc, comme je disais, c'est cette nouvelle technologie qui c'est pas nouveau, mais ça a apporté un traitement très récent pour la maladie de la SLA. Donc, pour mieux comprendre l'approche thérapeutique, donc je vais aller un peu plus à la base, vous expliquer où ça fonctionne et comment ça touche. Donc, chacun d'entre nous a un code génétique qui est unique, qu'on appelle un ADN. Donc, ici, c'est représenté dans une cellule. On a l'ADN qui est dans un noyau dans la cellule. Et cet ADN va être copié en quelque chose qu'on appelle un ARN messager. Donc, un ADN consiste en des séquences et chaque séquence code pour des gènes. Et chaque gène va donner pour une protéine. Et la façon dont cela se fait dans le noyau, l'ADN, un gène va être copié en ARN messager. Et cet ARN messager va aller dans la cellule et va être transformé en une protéine. Et cette protéine va avoir une fonction cellulaire et plusieurs protéines ensemble va faire qu'on a un groupe qui est fonctionnel. Donc ça, c'est dans les conditions normales. Dans les conditions pathologiques comme la SLA, on a des erreurs qui arrivent dans ce code génétique d'ADN, donc qu'on appelle des mutations. Et ces mutations vont affecter la protéine qui va être faite. Donc, ça peut être une perte de la fonction de la protéine, mais la majorité du temps, dans la SLA, les mutations causent la formation des protéines qui vont avoir une fonction très toxique pour les cellules. Donc, en ayant ça comme idée, donc, du code génétique à la production de la protéine, donc l'idée thérapeutique était de cibler au niveau thérapeutique la version qui est mutée de l'ADN qui va donner l'ARN. Donc, cette technologie, ça s'appelle les oligonucléotides antisens. Donc, pour code, c'est ASO, on l'appelle. Comment ça fonctionne? Donc, en gros, c'est le ASO, on peut le fabriquer synthétique et c'est une copie miroir qui est de l'ARN messager. Donc, en gros, c'est à peu près 10 à 50 oligonucléotides et c'est très spécifique. On peut le cibler chaque gène d'intérêt qu'on veut. Et une fois qu'on a ça, donc pour le traitement, on l'injecte dans la moelle épinière, dans le canal de la moelle épinière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attacher à l'ARN messager. Donc, la structure du ASO est vraiment très spécifique de façon que quand il rentre dans la cellule, il ne va pas être dégradé, mais par contre, quand il s'attache, donc au niveau 2, en présence de l'ARN, comme c'est miroir, il va s'attacher à la cible très spécifique. Et basé sur la structure, cette fixation va apporter ou recruter une enzyme qu'on appelle ici une autre protéine qui est une enzyme. Et cette enzyme va reconnaître le complexe de l'ARN cible et le ASO ensemble. Et ça va couper l'ARN messager. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, si on n'a pas cet ARN messager, la protéine qui est toxique dans une condition pathologique ne va pas être formée. Donc, en gros, l'idée, c'est d'utiliser une approche thérapeutique pour cibler un gène qui est défectueuse en essayant d'éliminer la fonction toxique qu'il peut avoir dans les cellules. Donc, c'est cette approche qui a été utilisée. Donc, ce n'est pas récent. Donc, à date, il y a à peu près 50 tests dans plusieurs maladies qui sont en tests cliniques. Et dans la SLA, en avril, il y avait cette approche de l'ASO qui a été approuvée pour une mutation qui est le SOD1. Donc, dans les SLA, il y a une proportion de la code génétique qui est des mutations dans le gène de SOD1. Donc, SOD1, normalement, a des fonctions très importantes dans la cellule, mais quand on a cette erreur génétique dont j'ai mentionné au début, ça va causer des protéines qui sont toxiques. Donc, on l'appelle des protéines, peut-être vous avez entendu, qui sont mal repliées, qui causent des agrégats et qui ont des fonctions toxiques. Donc, l'idée avec tofersen, c'était d'avoir un antisens qui va cibler l'ARN messager muté qui cible le gène SOD1 et d'essayer d'empêcher la formation de ces protéines qui sont toxiques pour la cellule. Donc, en clinique, ça a été super bien en termes
de diminuer l'expression de gènes SOD1, du protéine mutée SOD1. Et aussi, il y avait des marqueurs de neurodégénération qu'on appelle les neurofilaments qui a été réduit avec ce traitement. Donc, tous ces signes positifs ont aidé qu'on a cette molécule qui a été approuvée comme thérapie pour la SLA. Donc, c'est ça, il faut garder en tête que cette thérapie, c'est vraiment spécifique pour ceux qui ont des mutations dans le gène SED1. Par contre, cette technologie, il y en a d'autres gènes de la SLA qui sont actuellement en test. Donc, il y a FUS aussi, il y a d'autres gènes qui ne sont pas mutés dans la SLA, mais que l'expression sont augmentées ou diminuées. Et l'approche ASO est en train d'être testée pour essayer de réguler des protéines qui ont une fonction défectueuse dans la SLA. Donc, on a l'espoir qu'on va avoir d'autres ASO pour d'autres gènes qui va être appliqué pour plus une majorité de la SLA. On est déjà très content que Tofersen a été approuvé et que ça marche assez bien. Et je sais qu'il y a un test clinique pour ceux qui sont pré-symptomatiques qui est en cours, mais peut-être on va attendre un peu plus au niveau clinique canadien. Donc, je pense que c'est tout pour Cool. Merci beaucoup. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la partie mécanisme? Comment ça fonctionne? On peut déjà commencer si vous avez des questions sur ce niveau-là, on peut déjà commencer à y répondre. Puis on va enchaîner sur la partie clinique par la suite, sur l'impact de ce traitement-là sur les patients. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question dans le chat. How many genes do we suspect to impact ALS thus far? How many? About 40 right now? Yeah. Il y a 40 gènes qui ont été identifiés, associés à la SLA. Ouais. Il y a, dans les autres essais aussi que le Dr. Cassin mentionnait, il y a d'autres protéines comme par exemple STATMIN2, mais il y a aussi un essai qui a été fait sur le gène C9, C9orf72, mais qui n'a pas été concluant. Donc, ce n'est pas une approche miracle. Il faut y aller gène par gène, étape par étape, pour voir comment les choses peuvent évoluer. C'est ça. Donc, il y avait un essai clinique qui était en cours et ils l'ont interrompu. Je crois qu'il y a un essai actuellement qui est Ataxine-2, qui pourra cibler un peu plus des patients. Donc, juste pour ajouter, il y a plusieurs essais cliniques. Il y en a un qui n'a pas fonctionné, malheureusement, pour le C9, mais il y a d'autres qui pourraient être ciblés pour une plus majorité des patients, comme Ataxine-2, STATMIN2, mais c'est encore en phase de test, donc on pourra savoir plus dans quelques années. J'ai quelques autres questions. Est-ce que c'est seulement pour les cas de SLA héréditaire et est-ce que ça fonctionne pour les SLA familiales et est-ce que les mutations do they occur at birth or other causes of life? Okay. Donc, l'approche est vraiment taillée spécifique pour un gène en particulier. Donc, dans ce cas-ci, Tofersen va cibler les mutations sur le gène SOD1. Donc, c'est pour ça que la stratégie utilisée pour Ataxine ou Statmin, c'est complètement différent. C'est d'autres. C'est le même principe, mais monté, calibré pour cibler le gène en particulier. Donc, ce n'est pas comme une drogue chimique qu'on donne qui cible un mécanisme qui est général. C'est vraiment très spécifique pour le gène. Donc, ça, et donc, la question, est-ce que ça va toucher les autres gènes? Non. Celui-là, c'est vraiment pour les gens qui sont porteurs d'une mutation dans le gène SOD1. C'est très, très spécifique. Là, j'ai oublié les autres questions. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres? C'était quoi? What's the rest of the questions? Okay. Yeah. So, Est-ce que je peux répondre en anglais? yeah, sure.
The mutations are, so en français, anglais? The question was in English. Okay. Hello, bonjour. So the question is, do the mutations happen at birth? So essentially, yes, that's part of the, the genetic makeup of mom and dad make a baby. There are genetic mutations or variations that come from each parent and that get mushed together, and that's what, becomes the baby essentially. And so we each carry a certain number of variations in our DNA. And some of them are completely innocuous, doesn't matter. They're totally, whether you have, let's say gray hair, but blonde hair or dark hair or blue eyes or dark eyes, right? So that's how the genes can encode certain different changes between individuals and why we all don't look the same. But also we have our individual genetic makeup that can also potentially predispose us to developing certain types of diseases. ALS could be one of them, but cancer, for example, other things as well. Good. Questions? Is that clear enough? Okay. Maybe. Oh, je peux essayer, oui. You want to stress it? Peut-être c'est plus facile. It'll be more coherent, hein? Yeah, I don't know. You're pretty good. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'on a tous un bagage de nos codes, de nos gènes, qu'on hérite de nos parents qui ont hérité de leurs parents. Donc, c'est notre héritage familial. Et ce bagage-là détermine qui nous sommes. La couleur de nos yeux, nos cheveux, la taille, le poids, etc. Et ça arrive dans ce passage-là, c'est que si vous avez ce gène défectueux-là, dans la forme familiale, ça va se passer du grand-père, du cousin, etc., etc. Donc, ça va rester dans la famille. Donc, cette mutation-là, elle est présente. Donc, oui, à la naissance. Et vous en avez hérité de votre bagage, de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et de manière non prévue, ce n'est pas spontané, mais non prévue, il va y avoir un changement dans un gène qui va s'être introduit et qui éventuellement va amener une défectuosité dans une protéine, dans une fonction qui va amener à la cause à la SLA. Okay, donc, ça répond, je pense, à la question sur la présence des gènes. Donc, ces gènes-là, l'avoir à la naissance, mais ne jamais se développer, et puis de transmettre par la suite. C'est possible d'avoir les mutations de novo. Ça veut dire que c'est une mutation nouveau qui manifeste seulement dans cette personne et c'est pas inherited. Yeah. Donc, je pense que c'est ça. Donc, vous pouvez avoir cette mutation un peu spontanée, donc qui n'existait pas chez vos parents et que vous allez développer. Mais je pense que la question, the question was, can you have the mutation and not develop the disease? Pour SOD1, non. Pour SOD1, à ma connaissance, tous les patients avec des mutations d'SOD1 éventuellement ont développé la SLA. Pour les autres, je pense que c'est aussi la question, la réponse est non. Je dirais non. Je pense que, en fait, les gènes qui sont associés à la SLA, les 40 gènes, je pense, by default, vont vous amener vers la maladie. Je pense que c'est part of the definition. Oui, c'est ça. Donc, on le définit comme ça. On définit un gène associé à la SLA comme étant un gène, les personnes porteuses du gène vont développer la maladie. Combien de générations en arrière on peut aller chercher pour se rendre compte qu'on est porteur? C'est comme dans le cas de ma sœur. Au fait, la façon d'agir. Donc, chacun a un ADN, un code génétique, et quand un père et une mère, quand ils ont un enfant, ils héritent d'une copie, pas l'entière, une copie de la mère, une copie de la mère. Et c'est vraiment random, aléatoire, oui. Et puis, c'est pour ça qu'il y a les enfants ne sont pas pareils. Donc, dépendamment des copies. Par contre, pour la SLA, la transmission, on appelle dominant.
Donc, c'est sûr, si le père, par exemple, ça va te suivre en génération. Mais la meilleure façon pour savoir, c'est pour faire une test génétique si vous avez un antécédent. Donc, on va prédire combien vont l'avoir, mais c'est sûr, ça va transmettre. Donc, pour la SLA, c'est la transmission et fait que ça va rester dans la famille, cette mutation. Oui, mais c'est pas tout le monde va l'avoir, dépendamment les recombinaisons qu'ils ont entre les parents par la suite. Ça répond à la question? Ben, oui, puis non, parce que c'est ça, on essaie de faire des recherches, puis dans ma famille, les grands-parents, ils n'en ont pas eu. Puis tout d'un coup, à 62 ans, ça se passe il y a 2 ans, puis là, personne ne dit que ça vient. Oui. C'est la fin de Mais can you repeat the question, parce que je pense que les gens n'ont pas entendu la question. Peut-être répéter la question Ah, des gens sur le web. La question est, est-ce que quand on a un défaut génétique, est-ce que ça remonte plus à combien de générations en amont? En amont, c'est ça? Ouais. En amont. Oui. Donc, au fait, dans la génétique, c'est maintenant qu'on a plus, c'est la technologie aussi qui a aidé, la façon de séquencer, etc. Et puis, souvent des fois, quand on a des cas familiaux, on n'a pas les ADN des grands-parents. Donc, c'est difficile à savoir. Et il y a des gènes, à l'époque, on faisait vraiment à la même manière, ça prenait longtemps. Mais maintenant, la technologie, là, on peut rapidement connaître est-ce qu'il y a des défauts dans les gènes. Donc, et ça revient qu'à date, si on a une famille, c'est vraiment 4 générations qu'on peut, ou un peu moins. Mais probablement qu'il y avait un défaut plus loin, soit l'ADN n'est pas là. Mais ça peut être une forme sporadique. Mais pas, oui. Oui. Oui, mais quand on parle d'un cas génétique qui est transmis. Oui. Mais dans le cas que vous présentez, il est possible qu'il n'y ait aucune histoire familiale. Oui. Aucune. Autant que vous sachiez, il n'y a personne qui a développé une maladie qui ressemble à la SLA, sans même avoir été diagnostiqué. Il n'y a rien dans l'histoire familiale que vous connaissez. Pourtant, quelqu'un va malheureusement arriver avec un diagnostic de SLA. C'est la forme, ce qu'on appelle sporadique. Donc, il n'y a pas d'histoire familiale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gène derrière ça qui a causé ça. Ça veut dire que c'est apparu spontanément et il n'y a pas de lien familial, comme Cassine expliquait, qui transmettait le gène de génération en génération. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme sporadique. Et en fait, c'est la grande majorité des patients qui rentrent là-dedans. Ouais. Pour le moment, tant qu'on n'aura pas découvert tous les gènes, on est... Donc, dans les cas à elle, c'est qu'il pourrait avoir ces gènes-là. Il y aurait la possibilité qu'il y aurait des gènes. Oui, bien, c'est ça. Donc, il y a une question qui est envoyée par écrit. Les cliniques au Québec vont tester, je pense, systématiquement pour les 4 gènes principaux. Donc, SOD1, C9ORF72, FOS et TDP. TDP43. Donc, c'est les 4 qui sont dominants, qui sont les plus importants dans les groupes de gènes sur les 40. Et ça va être fait systématiquement. Donc, si vous êtes la personne est porteuse de ce gène-là, de cette mutation-là, ça va être identifié, ça va être connu. Ça, c'est les 4 qui sont systématiquement suivis. Okay. Il y a des autres questions reliées dans le chat. What makes a mutation to cause ALS later in life? For example, my dad was only impacted at 89 years old. Alternatively, others are really young. And then another question is, y a-t-il des essais qui sont liés pour le gène TRDP? What about Chantal? Chantal, probablement pourrait... Chantal, will you take this one? Oui, j'ai mal entendu la question. Parce que avec le micro de votre côté, c'est pas très fort. I will repeat the question, Chantal.
What makes the mutation cause ALS later in life? For example, my dad was only impacted at 89. Alternatively, others are really young. Okay, so essentially, if you have the mutation, but why is it happening later in life and not earlier? So if I understood if I understood correctly, your father had a known, an identified genetic mutation, is that correct? Okay, We don't know. we don't know. Okay, we don't know. But so is it possible that your father has has a sporadic form of ALS then, if there's no identified gene? Is there a family history? Never, as we know that there was some history of ALS that was completely new to the whole family. So it's possible that your father has a sporadic form of ALS, so where there's no known genetic mutation that has been identified. And correct me if I'm wrong. So if there's no family history, it's likely that it's sporadic. So in your father's case, there could be environmental factors. There could be multi-genetic factors that are contributing to him developing the disease. But in cases where we don't know the underlying cause, there's no gene identified, it could be environmental factors, like maybe things he's been exposed to in the environment, maybe an impact, an insult. In some sports where professional sportsmen have received multiple impacts, you know, there's a link between frontal temporal dementia or ALS in those individuals. So that would be considered an environmental risk factor. So in your father's case, we wouldn't know for sure, but ALS can start at different stages of life. And that's possibly was the case for your father, where there's an environmental factor or multi-genetic risk factors that come together that make him susceptible later on in life. Okay. And maybe just for people on the line that also look at the mutations, when you have a mutations, is the mutation impact being delayed? Because we still seems like we're seeing different age where there is a manifestation of the ALS, right? Is that some get it a little later in life, some still younger? What is your perspective on this incidence? So if I can jump in, you're absolutely correct that there's a very large variability in the age of onset for people that are affected by ALS. And the truth is that we don't understand why that is yet. There are some very important large-scale studies that are in progress, one of which is called Capture ALS, which the CHUM and the Neuro, as well as the clinic at Laval, are all members of, in which individuals can participate and be what we do a deep clinical phenotyping. So patients are asked to give a lot of their time, and we know time is very precious, to help us understand that very important question is, why do some people develop the disease earlier or later? Why do some patients have a very fast disease course? Some have a much slower disease course. Some patients have elements of dementia, FTD associated with it. Others do not. And so we need to, the only way that we're going to understand that is by studying the patient population better. And while the field has worked hard to try to understand ALS, this aspect of it, the patient's information has not been deep enough to get at why is there such a variability between patients. The honest answer is we don't yet know, but with patients' health, we hope to find out over the coming years. Is that good? Yeah. Okay, Alex is gonna add this. Just going to keep my jumping in. So just a quick something to add here about the genetics. It's like, so sometimes they use a different example. It's like for something like Huntington's disease, where there's one gene and we know the mutation and it causes the disease 100% of the time. There's still a huge variation when people get it, how fast they progress. So for something like ALS, where there's like 40 genes now, how do they all interact?
people are looking at the spectrum, it's ALS now, along with frontotemporal dementia. How are these all interacting? So we're only really On a perdu le son. There we go. So should I do it again? Just the last little bit. Last little bit. So I think, as Keston was saying before, like the technology is really advancing, the genetics is advancing. So we should probably have a much better idea of like which genes are involved to cause variation in onset and progression of the disease. So, you know, we're in the middle of it. So, but I'll stop for now. But I think Dr. Blanchard is online, I think, right? So I think if we have clinical related question and with Vincent as well. He's answering. Okay, so I think it's time to go through this. Would Vincent or Oliver, would you like to comment on the impact of the tofersen treatment on the patient? And maybe Oliver would be more in a position to also talk about the impact that it may have for patients in Quebec in terms of access as well. Oui, bonjour Richard. En fait, Merci, Oliver pour être ici, j'apprécie beaucoup. De rien. Ben, en fait, c'est ça. Tofersen et SO1, c'est une des premières études, en fait, qui semble aller dans la bonne direction pour les antisens, les protéines antisens oligonucléotides qu'on appelle. C'est certain que les résultats à date ne sont pas encore très convaincants, mais il semble avoir une tendance d'amélioration, probablement parce qu'on a besoin aussi plus de temps de suivi. Mais en fait, il y avait une bonne réponse au niveau des biomarqueurs, au niveau du SOD1. Mais c'est ça. Cliniquement, en clinique, les patients qui étaient dans l'étude, on a vu quand même une certaine, c'est ce qu'on doit comprendre aussi, pourquoi certains réussissent mieux que d'autres. On a vu certains qui ont des réponses assez impressionnantes et d'autres moins au niveau de la progression de la maladie, malgré que c'est le même traitement qui est offert à des gens qui ont la même mutation. Donc, ça, c'est des choses qui vont être à évaluer dans le temps. Mais c'est certain qu'on est encore juste au début. Malheureusement, on avait aussi une étude d'un antisens oligonucléotide au niveau de la mutation C9ORF72, qui malheureusement a été arrêtée de façon prématurée à 24 semaines parce qu'il n'y avait pas eu de résultats satisfaisants au niveau significatif pour la maladie de démence frontotemporale ou SLA causée par cette mutation. Donc, c'est sûr qu'on est encore, il y a des choses qu'on ne comprend pas à 100% également. C'est peut-être pas, c'est pas 100% la cause, la mutation elle-même a d'autres effets qu'on doit essayer d'aller chercher pour traiter la maladie, mais c'est encourageant au niveau de la réussite au moins d'une des mutations qui montre un effet dans la bonne direction. Merci beaucoup, Oliver. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des gens ont des questions par rapport à ça pour un suivi sur l'impact du traitement avec tofersen? Ça va? C'est sur quel médicament? Donc, c'est la technologie qu'on a présentée au départ sur ce qu'on appelle les antisens, les ASO. Donc, c'est pour les gens porteurs de la mutation SOD1. Donc, le médicament s'appelle tofersen. Là, il y a un autre nom maintenant. Là, le nom officiel. Le nom de l'étude, c'était? Qalsody. C'est ça. Donc, c'est... Richard, on a perdu le son en ligne. Pourquoi on a perdu le son? Je ne comprends pas. Ça fonctionne pour moi ici de mon côté. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. OK, super. Donc, ce dont on parle, c'est vraiment le traitement qu'on a présenté au départ avec Dr. Keston Patton et le traitement pour venir
empêcher l'expression d'une protéine toxique. Donc, c'est vraiment ce tofersen-là, donc qui cible le gène SOD1. Donc, les gens qui sont porteurs d'une mutation qui touche ce gène-là seulement. OK, donc sinon, on peut continuer avec les autres questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions plus cliniques que vous voyez dans le chat? Je ne sais pas si Oliver et Vincent, vous avez... Il y a une question sur CET. Il y a une question qui n'a pas été répondue à propos que dans les cas SLA familial, est-ce que toutes les personnes atteintes développent la même variante ou est-ce qu'ils peuvent développer des variantes différentes? Je peux répondre. En gros, il y a certains gènes, dont SOD1, qu'on voit une certaine corrélation entre la mutation ou le gène qui est muté et le phénotype ou la variante de SLA que les gens présentent. Mais dans la majorité des cas familiales, il peut y avoir une grande variabilité dans la présentation clinique entre les mêmes personnes d'une même famille ou entre différentes familles qui ont la même mutation. Donc, par exemple, quelqu'un peut avoir une mutation dans le gène C9 ou RF, avoir la maladie qui commence à 50 ans, et dans la même famille avec la même mutation, ça peut commencer à 60, 65 ans, et on peut avoir une SLA qui est seulement SLA, donc sans démence. On peut avoir des gens qui ont la SLA avec la démence, avec la même mutation, le même gène qui est modifié. Donc, c'est pas oui dans tous les cas, mais certains gènes, comme dans SOD1, on peut avoir une bonne corrélation entre la mutation et le phénotype des gens ou les symptômes que les gens ont. Merci beaucoup. D'autres questions? Je pourrais peut-être prendre une question qui avait été présentée auparavant. You want to touch on the stem cells and we get it over? Donc, il y a une question qui ça fait plusieurs années maintenant, je pense qu'on a 7 ou 8 séances de questions-réponses et cette question-là revenait souvent au début. On a eu une période où cette question-là n'est pas revenue, donc elle est revenue là. C'est une question qui porte sur les cellules souches. Donc, c'est une technologie qui a été vraiment qui attirait beaucoup l'attention il y a quelques années. On en entend beaucoup moins parler, donc la question essentiellement, c'est une question par Mme Stewart. Thérapie par cellules souches. Il y a certains pays comme en Suisse ou en Allemagne. Est-ce qu'il y a cette thérapie-là au Canada? Où est-ce qu'on en est avec cette thérapie-là? Donc, d'accord. Donc, bon, je n'ai pas une réponse longue parce que pour moi, je crois que c'est, oui, comme Richard a dit, c'est une technologie forte. On utilise la cellule souche comme un outil dans le labo tout le temps. Mais en même temps, je crois pour ça, on doit attendre. On parle de résultats définitifs pour l'instant, c'est vraiment effectif comme thérapeutique pour la cellule. Donc, c'est toujours la même réponse, malheureusement. On prend du temps, donc on doit attendre pour le résultat au niveau de clinique définitif. Avant, on peut dire oui, on fait ça ici au Canada en même temps parce que pour moi, c'est trop tôt. Donc, mais c'est une question récurrente, c'est clair, je comprends bien pourquoi, parce que c'est toujours dans le journal, c'est vraiment révolutionnaire dans le concept, comme un outil à beaucoup de niveaux. Donc, là, c'est mon réponse pragmatique, j'imagine, c'est ça. So, quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est ça. L'idée, il y a différentes stratégies avec les cellules souches. Une cellule souche, c'est une cellule qui est très, très, très immature, qui n'a pas d'identité. Elle ne sait pas si elle va être un neurone, ou ça va être une cellule du foie, ou ça va être une cellule de la peau. Elle ne sait pas qui elle est encore. Et donc, les différentes stratégies, au départ, c'était de prendre les cellules qui n'ont pas d'identité et de les amener dans la moelle épinière pour qu'elles prennent l'identité des neurones qui meurent. Ça, cette technologie-là ne tient pas la route, les neurones sont morts. Il faut refaire les connexions, ça a été mis de côté. La technologie maintenant, c'est que les cellules souches servent de camions de livraison pour des facteurs qui vont faciliter la survie des neurones, qu'on appelle des facteurs de croissance
ou des oui, des facteurs de croissance. Ben, c'est growth factors. Oui, c'est ça. Donc, des facteurs de croissance. Une étude en particulier a été très, très, très publicisée. C'est Neuron, N-E-U-R-O-N, en Israël. Et l'étude n'a pas fonctionné, mais je pense qu'ils ont continué l'étude sur un aspect en particulier. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en sont. Non? OK. Donc on ne le sait pas. Mais c'est sûr que c'est une technologie qui est un gros défi. Et faut vraiment y aller avec prudence vers ces approches-là. On s'entend tous là-dessus. Je ne sais pas si les cliniciens, Vincent, Oliver, si vous avez des commentaires là-dessus pour point de vue clinique. Non? Par rapport à ça, je ne sais pas vraiment. Je pense que tout a été dit. En effet, il y a eu plusieurs essais, plusieurs études avec le temps. Présentement, je pense qu'une partie de la question qu'on avait aussi était est-ce qu'il y en a en ce moment au Canada? À ma connaissance, non. Même aux États-Unis, la majorité sont, je pense, en arrêt en ce moment. Ils ne recrutent plus. Mais donc, c'est ça, je ne pense pas qu'il y en a de disponibles actuellement. Merci. Kate, question sur le chat qu'on peut... Est-ce que ça veut dire que des nouveaux traitements dont on parle sont souvent considérés pour les gens avec une gène défective, donc environ 10% des personnes après? Donc, le traitement qu'on vous présente aujourd'hui, sur lequel on a fait le petit topo, effectivement, ça touche les gens qui sont porteurs de ce gène-là et qui est défectueux. Donc, c'est moins que 10% parce que les gens porteurs du gène SOD1, c'est environ 4% des patients SLA. Mais ça, c'est une technologie qui est utilisée, qui a été développée depuis une vingtaine d'années, qui atteint un point vraiment important, intéressant, parce qu'il peut avoir un impact clinique, comme on vous a expliqué. Mais il y a d'autres stratégies qui sont développées, qui peuvent toucher des mécanismes qui vont pas nécessairement dépendre d'un gène spécifique, mais qui vont toucher à plusieurs mécanismes. Et donc, il y a d'autres stratégies qui sont en route, en essai clinique, qui ne sont pas gènes spécifiques. Donc, il y a beaucoup d'effervescence à l'idée de pouvoir avoir un traitement, parce que les gens qui répondent bien au traitement, ils répondent vraiment bien. Mais en même temps, ça a ses contraintes, ça a ses limites, parce que ça ne cible qu'un seul gène en particulier. Donc, il y a d'autres stratégies. Dr. Parker a une étude qui commence. Il y a différentes approches. Les nouvelles stratégies qui ont été développées, les médicaments qui ont été mis en place, donc, par exemple, chez Amylyx, le Radicavac. Donc, il y a d'autres stratégies qui s'en viennent, qui sont à l'étude et puis qu'il faut voir quels sont les résultats de ça. Donc, ça, c'est une approche parmi d'autres. Je ne sais pas si you guys want to add anything. Je ne sais pas, peut-être Vincent, Oliver, s'il y a d'autres choses là-dessus. Pardon. Non? Ça va? D'autres choses? Sinon, je peux prendre une question écrite. Il y a quelques autres questions dans le chat que je peux poser avant qu'on aille aux autres questions. Peut-être pour les chercheurs fondamentaux, il y avait une question sur qui a été mentionné que les mutations menaient à des synthèses de protéines toxiques. Puis de quelle façon, dans le fond, ces protéines toxiques-là viennent causer des dommages sur les nerfs? Oui, donc il y a plusieurs hypothèses dépendamment quel gène est la protéine défectueuse. Par exemple, si on prend le cas de SOD1, donc les agrégations, ils sont toxiques pour les cellules et on sait qu'il y a des compartiments qui sont très spécialisés qu'on appelle les mitochondries
qui sont leurs fonctions sont altérées quand on a des protéines qui sont mal repliées, qui ne marchent pas bien. On a aussi le système, les cellules, ils vont en stress, qu'on appelle des stress oxydatifs. Donc, c'est des réponses cellulaires qui essaient de régler le problème, mais à la fin, ils n'arrivent pas. Et s'il n'arrive pas à régler le problème, qu'on appelle homostasis, la cellule va aller vers la mort cellulaire. Donc, c'est un peu ce type de mécanisme qu'on voit dans plusieurs protéines qui sont mutées dans la SLA. Donc, entre autres, il y a le Albrosia, il cible, par exemple, c'est 2 molécules qui ciblent 2 types de stress cellulaire. Et donc, ça, c'est une molécule qui est approuvée pour le traitement de la SLA. Puis, excusez-moi, c'est moi qui avais posé la question. Est-ce que c'est la même chose, dans le fond, sur des gènes différents qui va se produire dans les versions familiales avec une transmission de gènes que dans les cas plus sporadiques? Ça va être un petit peu le même phénomène là, à des niveaux différents, j'imagine? Oui. Donc, je peux répondre. Ce qu'on sait, sporadique ou familial, c'est vraiment, il y a ces neurones qu'on appelle les motoneurones qui meurent. On a cette connectivité entre les motoneurones et les muscles qui commence à s'affaiblir et par la suite, on perd cette connectivité et les muscles sont affectés aussi. Et ce qu'on sait, on connaît beaucoup plus sur les gènes parce que quand on a un gène, on peut faire un modèle et des modèles, on peut étudier plus. Mais pour les cas sporadiques, on pense qu'on peut apprendre beaucoup des gènes. Et par exemple, le gène C9OF72, ça cause c'est la cause génétique majeure, donc à peu près 40% des cas de la SLA. Donc, on pense que des stress cellulaires comme le stress oxydatif sera quelque chose probablement qu'on va voir chez des cas qu'on ne connaît pas la cause génétique. Mais toutes nos études de recherche, c'est basé sur quelque chose qu'on sait. Donc, on va d'un gène, une protéine qui sont défectueuses. Donc, tout ce qu'on connaît à date, c'est plus dans cette direction qu'on est allé. Et peut-être juste pour... il y a un mouvement très important au niveau de la recherche en SLA maintenant où les chercheurs vont utiliser la technologie, en fait, des cellules souches. Donc, ils vont aller collecter des cellules immatures chez les patients et les transformer en neurones dans un plat de pétri. Donc, ils vont recréer le neurone. Et il y a une grosse poussée pour étudier davantage. Donc, c'est stop, rewind, on recommence un petit peu. Ce que ça fait, c'est qu'on obtient les cellules des neurones, qu'on dit des neurones humains. Donc, c'est des neurones qui sont vraiment de gens et c'est des neurones qui viennent de patients, d'êtres humains. Ce ne pas des neurones de souris, ce sont des neurones humains. Donc, c'est des neurones de patients. Et il y a une grosse poussée pour étudier les neurones de patients de la forme sporadique, donc dont on ne connaît pas le background génétique. Il n'y a pas de background ou de gène connu qui amène la maladie. Et donc, il y a une grosse poussée pour étudier ces neurones-là, justement pour en apprendre davantage sur les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que le neurone dont on ne connaît pas la mutation, qu'est-ce qui fait que ce neurone-là est malade? Qu'est-ce qui fait que le neurone marche mal? Est-ce que les mécanismes dont Cassine parlait sont défectueux? Lesquels? Bon, etc. Donc, il y a une grosse poussée avec cette technologie-là pour aller mieux comprendre la majorité des cas de SLA, parce qu'il n'y a pas de cause génétique derrière ça. Donc, ça, c'est une technologie qui est très, très développée, qui bouge vite bouge vite, qui est utilisée davantage à grande échelle pour essayer de mieux comprendre dans des systèmes où il n'y a pas de mutation connue. Mais ça a ses limites. Donc, c'est une maladie complexe et là, on utilise une cellule toute seule. Mais la SLA, ce n'est pas une cellule toute seule. C'est un ensemble de composantes qui amènent vers la maladie. Donc, oui, c'est la vraie cellule, c'est une cellule d'un patient, mais en même temps, on n'a pas tous les éléments. Donc, il y a des forces et des faiblesses dans cette technologie. Okay. Richard, je peux peut-être répondre. C'est toutes des très bonnes questions, en fait, dans le chat, mais je peux peut-être répondre à une autre question qui vient de Norm. La question suivante de Mélanie, suivant Mélanie, qui était très, très bonne question, mais il y avait aussi une question de Norm et Marie-Christine qui
demande si je suis sûr qu'il y avait une différence au niveau de réponse au traitement de tofersen pour le SOD1, s'il y avait une différence dans les niveaux de neurofilaments. En fait, les résultats qu'on a pour l'instant, c'est des résultats qui n'ont pas encore des études détaillées de sous-groupes, mais ils ont quand même regardé les gens qui étaient des progresseurs rapides à la base et des gens qui sont des progresseurs lents. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qu'on ne sait pas pourquoi, même avec la même mutation, vont dès le début, vont être en train de progresser plus rapidement que d'autres qui rentrent dans la même étude, Fait qu'ils ont quand même fait une certaine sous-division de ces groupes-là, mais ils n'ont pas encore regardé à posteriori, est-ce que les patients qui ont vraiment une réponse plus significative ont eu un niveau de neurofilament ou de SOD1 dans le liquide céphalorachidien, donc dans la ponction lombaire, qui était vraiment différent. Mais ce qui est quand même, c'est que même le neurofilament, chez ceux, par exemple, qui étaient des progresseurs rapides à la base, en rentrant dans l'étude, ils ont quand même diminué les niveaux de neurofilament de 60%. Tandis que ceux qui n'ont pas été traités ou qui étaient sur le placebo, en fait, dans ce cas-ci, ces gens-là ont eu une augmentation du niveau de 20%. Donc, si on fait le calcul, même ceux qui étaient rapides en termes de progression, leur niveau de neurofilament ont diminué de 60%, tandis que les autres ont eu une augmentation dans la même période de 20%. Donc, c'est une grosse différence. Pourquoi est-ce que le neurofilament tout seul, ralentissement, n'affecte pas, n'arrête pas la maladie? Tu sais, la question aussi, c'est est-ce que l'introduction ou le traitement doit être très tôt également pour pouvoir... parce que comme Richard et le reste des chercheurs mentionnent, la maladie, quand on en fait le diagnostic, ça fait longtemps qu'elle a commencé. Donc, il y a un processus de neurodégénération, il y a des réactions inflammatoires, il y a tout un processus qui est déjà enclenché. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas la solution, c'est peut-être pas la seule chose qui va aider plus loin dans la maladie de traiter justement juste le neurofilament ou juste de traiter le SOD1 dans la ponction lombaire. C'est peut-être si on réussit à faire aussi du traitement pré-symptomatique, ça veut dire avant qu'on développe des symptômes ou très, très tôt, si on peut avoir des marqueurs, peut-être que les résultats vont être encore plus significatifs. Donc, ça, c'est toutes des choses pour le futur ou le futur proche, je dirais, pour voir comment évaluer. Puis peut-être que justement la compagnie vont peut-être pouvoir nous dire éventuellement la différence de qu'est-ce qui faisait que ceux qui ont une réponse plus impressionnante. Est-ce que c'était juste les niveaux de neurofilament et de SO2-1 ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre de différent dans ces patients-là qui faisait qu'ils ont une meilleure réponse? Je ne sais pas si ça répond à la question à Norm et Marie-Christine. Merci, Oliver. Je pense que oui, mais Norm, Christine, si vous avez des suivis, n'hésitez pas. Veux-tu faire ta question, Alex? Was planted for you. Une question de la salle. Ouais, question de livre, c'est bien. Oui. Donc, la question, c'est concerne la thérapie de probiotiques. Donc, si tu ne sais pas, moi, notre groupe de recherche ici, on est impliqué dans le sujet de le microbiome et spécifiquement, peut-être une thérapeutique avec le probiotique. Donc, c'est une grande histoire. Je parler plus de détails si tu veux, mais la bonne nouvelle, parce qu'on fait ça, un essai clinique ici au CHUM avec Dr. Jean-Pierre Met. Et depuis 1 mois, 2 mois, maintenant, on a gagné l'approval de Santé Canada pour commencer. Donc maintenant, on roule. On commence avec la chose de livraison, de production, trouver la place dans la pharmacie, les choses comme ça. Donc, le recrutement pour ça, ça va commencer bientôt. Donc, c'est ça. Là, c'est la mise à jour avec ça. So, bientôt, on peut faire, j'imagine, une annonce sur le site bientôt. So, j'ai parlé avec Jean-Pierre aujourd'hui, le détail. C'est ça. So, là, c'est la mise à jour. C'est imminent. C'est bon.
Merci, Alex. Merci beaucoup. D'autres questions? Vincent, des trucs que tu aimerais souligner ou... Il y a une question dans le chat qui n'a pas été répondue sur Jefferson, je crois. Donc, how does the drug treatment work if you are a patient? Is it just about taking a pill or is it intravenous, the frequency for the rest of your life? So basically, the drug is injected by intrathecal injection, which is it's a lumbar puncture. In the trial, the first treatment was every 2 weeks for 3 treatments. And after that, it's every 28 days. So every month, basically. We don't know for how long we will give the treatment to the patient, probably indeed the rest of their life. We are quite in the early process of that. So we don't know yet, but normally, for LS patient, once we start a treatment, if there is no major side effect, we kind of continue the treatment until the end of the disease. But there are some people who improve or even stabilize on tofersen in the trial, the long study after the first trial was published. So we don't know in this case if we will keep the same frequency and everything, but for now, it's kind of every 28 days for the rest of their life. Question? No, I could go with one of the questions that was presented before. Donc, c'est une question de Madame Gagné. Et je pense qu'on en a touché dans différents aspects des discussions jusqu'à date, mais un peu la surprise. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure, mais il n'y en a pas dans la famille. Comment ça se fait que, par exemple, ma sœur est tout d'un coup affectée? Donc, il y avait cette surprise-là, et c'est souvent le cas pour les gens, pour les patients, c'est de se retrouver avec un diagnostic qui arrive de nulle part et qui n'a jamais été annoncé. Donc, l'idée derrière ça, c'est, comme on disait, il peut y avoir une mutation qui se crée dans votre code génétique. Et on a discuté ça au début, et ce que Dr. Casson présentait, éventuellement, les mécanismes se développent. Et le facteur qu'on sait qui est le plus important dans les SLA, c'est l'âge. C'est un aging disease. Donc, l'âge est le facteur le plus important. Les dérèglements s'installent et éventuellement, les neurones commencent à mourir. Le bon ou mauvais côté du système nerveux, le système nerveux est monté pour résister à beaucoup d'insultes, à beaucoup de dommages. Donc, avant qu'on commence à avoir des problèmes, les motoneurones ont déjà commencé à mourir passablement. Donc, quand on commence à avoir des symptômes, c'est parce que la maladie est déjà pas mal avancée. Donc, on parlait d'avoir une intervention plus précoce, comme le docteur Blanchard mentionnait. C'est pour ça, c'est qu'on sait que la maladie est en progression, mais le système nerveux compense pour les manques. Il y a de la redondance, il y a du doublage, ce qui fait qu'on est capable de compenser, mais à un moment donné, on a atteint un point où les neurones meurent suffisamment que là, on a une faiblesse. On a un pied qui est mal contrôlé, on a des bons. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, le système est en train de lâcher. Donc, dans votre question, Mme Garnier, il y a plusieurs aspects. C'est l'aspect, possiblement, dans votre cas, c'est le cas que vous discutez, il n'y en a pas dans la famille, donc la personne a cette mutation-là. Et pourquoi tout d'un coup ça apparaît? C'est parce que la maladie a progressé et dans le temps, et s'est manifesté à l'âge de la personne. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment l'espèce de... C'est la nature même de la bête. C'est comme ça que la maladie fonctionne. Et souvent, en fait, les maladies neurodégénératives, que ce soit pour le Parkinson, Huntington, tout ça, le système nerveux, peu importe où on regarde, a beaucoup de redondance et se protège, ce qui est génial parce que ça nous permet de fonctionner, mais ça cache la maladie derrière ça. Et tout d'un coup, quand le système ne peut plus compenser, là, les symptômes apparaissent. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas. Yeah. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Kate, sur le web?
le chat. Il y a une question reliée cette génétique et c'est quelque chose qui dit partenaire. Je suis à l'extérieur de Montréal, par ailleurs, est-ce que donc Chevalier cette commune où doit être prélevé OK. We need a clinician. Est-ce que Oliver est encore en ligne? Yeah. Oliver, can you think, ceux qui pourraient voir pour les tests et tout ça? Oui, la question, ça, j'étais en train de écrire quelque chose, mais je pense que c'est plus facile de peut-être répondre. Il y avait une question qui venait de Nathalie Demers à propos de justement en région et comment tester pour les gènes. Donc, c'est certain que nous, dans les cliniques au CHUM et à l'Institut neurologique de Montréal où je travaille, nous, on le teste tous nos patients. La raison, c'est vraiment pour faire avancer justement les études et également parce qu'on a des études qui viennent dans le temps, dans les dernières années avec les formes génétiques et non nécessairement pour informer la famille, mais c'est sûr que du counseling à venir avec les enfants et quand un résultat en ressort. Pour ce qui est du test, c'est en fait une prise de sang. Pour le tube, je crois que c'est lavande, mais il faudrait que je vérifie justement avec, dépendant où ce qu'on envoie, quel laboratoire, ça peut changer également la quantité de sang qui doit être prélevée. Et en fait, je ne sais pas pour Madame Demers qui est votre neurologue ou où est votre suivi, mais en fait, normalement, ces tests-là sont faits hors Québec pour l'instant. Donc, ça prend une demande de formulaire hors Québec et remplir une demande par votre médecin aussi du laboratoire où est-ce que vous voulez l'envoyer. Et nous, à McGill, il y a plusieurs labos, mais on a tendance à utiliser aussi Prevention Genetics, mais il y avait d'autres labos qu'on a tenté. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est envoyé par la suite avec une demande hors Québec. OK, donc vous êtes la fille unique d'une mère qui a eu un décès de la SLA. Donc, c'est sûr que c'est difficile à comprendre, mais si votre mère n'avait pas été testée, on ne sait pas, on saurait pas vraiment si elle a une forme génétique ou non. Pour ce qui est, vous, en tant que fille, n'ayant pas d'histoire familiale spécifique dans la famille au niveau de vos oncles, tantes ou de vos grands-parents, c'est sûr que les probabilités sont plus grandes que votre mère soit dans les 9 sur 10 patients qui ne vont pas avoir de forme génétique. C'est la seule sur 5 enfants. Donc, c'est ça. Donc, l'information arrive à compte-gouttes, mais donc, je suis en train de faire une entrevue à compte-gouttes. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, la forme est probablement sporadique. Et si vous, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de forme confirmée familiale, moi, si j'étais vous en tant qu'enfant, je ne ferais pas le test. La raison, c'est que les chances sont petites ou les risques, on devrait dire, sont petits que vous ayez une forme familiale. Et ayant à ce moment-ci, moi, je vivrais ma vie, puis je verrais si jamais les symptômes apparaissent à un moment donné dans la vie, mais là, à ce moment-là, il y a peut-être il y aurait peut-être un bénéfice à faire le test à ce moment-là. Et si vous recevez un diagnostic de SLA, étant donné que votre mère a été affectée, donc ça pourrait être une mutation à ce niveau-là, mais je ne ferai pas le test chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, surtout avec aucune histoire familiale. Donc ça, c'est ma... OK. Merci, Oliver. Ouais. Il y a une question de la salle sur, en fait, un suivi sur la plasticité des neurones. Donc, la question est pourquoi la neuroplasticité, dont on parle beaucoup, ne pourrait pas aider à transférer la fonction du neurone 1 et du neurone 2 à d'autres parties du cerveau. OK. Donc, peut-être je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, dans la SLA, c'est vraiment un type de neurones qu'on appelle les motoneurones qui sont affectés. Donc, on a d'autres types de neurones aussi,
Donc, les neurones, les motoneurones, ils sont spécialisés. Donc, c'est juste un motoneurone qui peut avoir cette fonction qui est énerver les muscles, par exemple. Donc, si on prend l'exemple d'un circuit, donc si on a un neurone dans le cerveau, il va faire des connexions avec un motoneurone dans la moelle épinière et ce motoneurone, c'est le seul qui va connecter avec le muscle. Donc, la neuroplasticité, quand on parle de la neuroplasticité, quand il y a un défaut dans le circuit, il y a des changements pour améliorer. Donc, si on a une augmentation de transmission, donc le circuit en lui-même va essayer de moduler pour réduire, mettons, cette activité. S'il n'y a pas assez d'activité, le circuit va avoir un changement pour augmenter l'activité. Donc, c'est ça qu'on parle de neuroplasticité. Donc, de transformer cette fonction qui est en circuit d'un neurone à l'autre, c'est pas comme ça marcherait normalement. Et un aspect aussi qui est extrêmement important, c'est comment les neurones sont connectés entre eux. Qu'est-ce qui les active? Donc, par exemple, le cerveau qui envoie la commande à la moelle épinière pour faire un mouvement. Cette connexion-là est extrêmement précise. Et la deuxième partie, ce neurone-là de la moelle qui s'en va au muscle, lui aussi est extrêmement précis. Comment on obtient ça? On obtient ça durant le développement du système nerveux. Quand tout est compact, tout est rapproché. Et là, il y a des signaux qui vont dire à ce qu'on appelle un axone, donc le fil électrique qui part d'un neurone A qui doit se connecter à un neurone B. Bien, les signaux vont amener cette connexion-là au bon neurone, au bon moment, dans le développement du fœtus, par exemple. Mais chez l'adulte, on ne parle pas d'un système qui est rapproché. On parle de quelque chose qui est très complexe. Comme par exemple, si je veux avoir un neurone qui active mon orteil, bien, je vais avoir un axone qui va faire 3 pieds, 1 mètre. Et les signaux pour le guider à cet endroit-là n'existent plus. Ils ne sont pas vraiment là. Donc, on est dans un système adulte qui n'est pas fait pour ce genre de plasticité-là. Donc, on a la spécificité de la fonction et l'organisation très complexe qui fait que j'ai besoin d'une connexion parfaite entre le neurone et sa cible. Et chez l'adulte, il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis des décennies et on n'arrive pas vraiment à compenser chez l'adulte ce genre de connexion-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une stratégie. En fait, quand je parlais des cellules souches tout à l'heure, c'était une des stratégies qui avait été pensée au départ. C'était on les remplace et on va refaire la connexion. Et ça ne marche pas. Ça va? Merci, Cassie. Une question. Au-delà de la forme de SLA, est-ce qu'il y a un lien entre la rapidité de l'évolution et l'âge de diagnostic? Oh, OK. And Olivier is no longer here. Yeah, Vincent? Oui, donc, en général, il n'y en a pas vraiment. Donc, la rapidité d'évolution peut être rapide ou lente, que ce soit chez les plus jeunes patients ou chez les patients plus âgés. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de publications dans la littérature avec certaines mutations, certains facteurs. Les cas très, très jeunes de SLA, ça existe, c'est rare, mais il y a des formes pédiatriques de SLA, donc en bas de 21 ans. Ces cas-là ont tendance à être plus rapides que les autres, mais sinon, chez les adultes en général, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la rapidité et l'âge au diagnostic. Merci. Et ce qu'on sait, c'est que, par exemple, il y a des mutations dans le gène SOD1 qui sont vraiment agressives et où la progression de la maladie est pas mal plus rapide et c'est plus fulgurant. Puis il y a d'autres mutations SOD1 qui vont être plus lentes. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Peut-être une autre question de Mme Gagné qui reflète aussi souvent l'image qu'on a, c'est que je pense que c'est son mari dans ce cas-là, était en pleine forme avant. Bon, il y avait mal de dos, mais une personne en pleine forme, active, dynamique,
Et tout d'un coup, ils se retrouvent avec cette maladie-là. Mais c'est peut-être que Vincent pourra commenter aussi, mais c'est souvent le cas. C'est souvent des gens qui sont très actifs, qui vont faire du vélo, qui vont traverser des rocheuses en vélo, qui vont bouger beaucoup, donc c'est souvent le cas. C'est pas unique, c'est pas juste ça, mais c'est un trait qu'on voit souvent. Donc, c'est malheureux, mais c'est un lien qu'on arrive, mais la maladie arrive, elle arrive peu importe ce qu'il y avait devant. Donc, la progression de la maladie ne va pas empêcher quelqu'un, lorsque la maladie est dans une phase non symptomatique, ben, les gens fonctionnent, comme j'expliquais tantôt, parce que c'est le nerveux qu'on pense. Et donc, ils gardent leurs activités, ils gardent leur dynamisme, et à un moment donné, la maladie se manifeste. Je ne sais pas si Vincent, tu veux ajouter des trucs là-dessus, mais... Non, mais je suis d'accord, là. C'est sûr qu'un peu, c'est souvent une surprise, là. On n'a malheureusement aucun moyen de dire plus tôt dans la vie que la personne va développer la SLA, sauf c'est sûr s'il y a des histoires familiales, mais chez la majorité des patients, c'est des gens très en forme. Du jour au lendemain, ils développent des symptômes. Il n'y avait aucun moyen, malheureusement, de le dire avant ça qu'ils allaient développer la SLA. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, de super dur pour la famille et pour les proches aidants, les médecins, de dire personne très en forme depuis très longtemps, continue depuis longtemps, et là, d'un coup, les symptômes apparaissent. Malheureusement, on ne pouvait rien y faire. Et Vincent, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Non. OK. Il y avait une question qu'on a reçue par écrit aussi, mais on y a touché, mais je vais quand même la formuler parce que ça touche un peu aussi la variabilité, le spectre dans la SLA. Donc, c'est une question de Mme Lavoie. Donc, il y a une histoire familiale, une tante, en fait 2 tantes, sa mère, un cousin. Donc, ça semble vraiment avoir une saveur de forme familiale. Donc, les tantes et sa mère, c'est la SLA. Son cousin, c'est une forme de démence frontotemporale. Donc, il y a une histoire familiale. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans tout ça? Donc, un peu par rapport au spectre, où la SLA n'est pas juste peut présenter une grande variabilité, que ce soit, par exemple, des symptômes purement moteurs ou qu'il y ait des symptômes de démence ou que ce soit une combinaison. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux commenter là-dessus ou sinon, c'est ce qu'on avait discuté aussi dès le départ. L'espoir des médicaments tous les essais cliniques sont en route, soit Dr. Parker, on en a une qui va commencer bientôt sur la fonction neuromusculaire. Il y a des traitements qui vont venir utiliser la technologie dont on parlait au début, tout ça. Donc, il y a de l'espoir dans ces termes-là, mais c'est work in progress. Et c'est ça, dans votre cas, Mme Lavoie, je penserais bien que c'est une forme familiale. Quoique, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, là, mais Vincent, je ne sais pas si tu peux ajouter là-dessus. Oui, bien, en fait, c'est sûr, la description qu'on en fait avec plusieurs membres de la famille, je suis d'accord que le plus probable, c'est une forme familiale avec la combinaison de démence frontotemporale, de SLA. Souvent, c'est quelques gènes précis qui font ça. Le plus fréquent étant C9 ou RF72 qui fait la combinaison des deux. Pour question de l'espoir par rapport à ça, on a parlé, Dr. Huthard vient juste d'en parler, il y a eu quand même des essais cliniques sur une autre forme d'ASO, sur le C9, malheureusement, qui a échoué. C'est une protéine qui est un gène qui est très complexe biologiquement, donc c'est pas surprenant qu'une certaine avenue thérapeutique, comme essayer de diminuer le niveau de protéines, échoue, peut-être parce qu'on ne comprend pas assez bien comment ça fonctionne, C9 ou RF. Je pense par contre qu'il faut garder espoir sur ce genre de gènes-là, sur les gènes qui sont plus fréquents. Il y a beaucoup de projets de recherche en ce moment, beaucoup d'études qui se font à travers le monde sur des avenues thérapeutiques, des avenues thérapie génique pour ces gènes-là. Puis comme SOD1, il y a à peine 4-5 ans, on ne pensait jamais à avoir une thérapie génique aussi rapidement avec SOD1.
Donc, faut vraiment garder espoir. Je pense que c'est pas impossible que d'ici 5 ans, il y ait des changements par rapport à ça. Donc, je pense que pour revenir un peu à la question familiale, je pense que chez les gens qui ont une histoire familiale comme ça vaut la peine de tester génétiquement. S'il n'a pas été proposé par un médecin, je pense que ça vaut la peine que vous poussiez de ce côté-là pour la recherche. Et d'un coup, c'est SOD1, on ne sait jamais, mais pour le futur aussi, ça se peut que ça change dans les prochaines années. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Non. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une autre question? Parfait, c'est excellent. D'excellentes questions à poser. Ah, alors c'est vraiment des bonnes questions. Prion Light Transfer. Vraiment des. Donc, l'idée, c'est un premier neurone. La question, c'est un premier neurone est affecté. Est-ce que la progression vers le deuxième neurone est inévitable? Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le domaine, il y a des mécanismes de transfert qui on appelle prion light. Donc, c'est le neurone qui est une cellule, en général, va extérioriser, va jeter des protéines qu'elle ne veut plus ou qu'elle désire communiquer aux autres. Okay? Donc, il y a un terme pour ça, mais ce n'est pas important. Donc, cette idée-là, dans la SLA, je pense qu'il y a des évidences qui montrent qu'effectivement, ça semble fonctionner comme ça. C'est qu'un neurone malade va extérioriser les composantes qui sont toxiques. Ces composantes-là vont être prises par le neurone à côté et le neurone à côté. Et donc, ça donne une forme de progression où l'environnement va s'intoxiquer à partir d'un premier neurone. Donc là, on le fait sur un neurone, mais on peut imaginer que c'est plusieurs neurones à la fois. Est-ce que c'est inévitable? Non. Je pense oui, je veux dire, oui, c'est inévitable. Le neurone va, s'il y a un neurone malade autour de lui, pour le moment, on n'a pas de stratégie pour empêcher ça. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a de la recherche sur les vésicules? Un peu. Oh, ouais. Un peu. You know, I'm not sure. Parce que ce que ça fait, c'est que l'entité qui est libérée, c'est une entité très complexe. On appelle ça une vésicule. Donc, c'est un petit paquet, c'est une petite boule de membrane, un petit paquet qui contient plein de choses. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme complexe qu'on commence à comprendre. Et le contenu de ces vésicules-là commence à être étudié avec un peu de détail. Mais comment il passe d'une cellule à une autre, comment empêcher que la cellule détecte que ça, c'est mauvais, que c'est des vidanges toxiques du voisin, je pense qu'on le sait. Je pense qu'on ne le sait pas. I don't know if you guys have more info. Non, c'est... Oui et non. Donc, il y avait cette idée qui était vraiment à la mode, je dirais, il y a 6-7 ans de cela. Et puis, vers la suite, alors, il y a cet aspect que Richard parle, qui est des vésicules extracellulaires qu'on appelle. Donc là, les études essaient d'étudier plus, donc ce n'est pas juste dans la SLA, dans l'Alzheimer, donc les maladies neurodégénératives, essayer de voir qu'est-ce qui est dans ces trucs que les neurones relâchent. Donc l'espoir, c'est est-ce qu'on peut avoir des biomarqueurs ou des substances qui sont relâchées pour comprendre est-ce que c'est ça qui va causer les autres neurones à mourir. Donc, je pense qu'on est encore à l'étape hypothétique, qu'est-ce qui se passe, mais ce phénomène a été commencé à étudier dans la SLA aussi. Effectivement, vous avez un examen, c'est d'excellentes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, le chat? On a épuisé vos ressources. Il y a de la gratitude pour comment tu vulgarises le sujet et ton frère aussi.
experts. Thank you. Merci. En fait, c'est le but. Et si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas de l'envoyer, puis on va pouvoir passer la question à l'expert pour faire un suivi au besoin. Donc, une fois, 2 fois, pas d'autres questions brûlantes qui... Elle a fait une veste, il allait dans la culture, elle va demander Oui, parfait. Une personne dit merci de garder espoir que les thérapies génétiques, géniques, il y a une offre dans la famille. Oui. Une solution, c'est vraiment encourageant. Parfait. Non, c'est ça. Je pense que l'idée, il y a beaucoup d'informations dans nos séances, questions-réponses, mais je pense que le fil conducteur de ça, c'est vraiment l'espoir. Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans qu'on fait ces séances-là de manière régulière. C'est fou comment ça a changé. Les 2 médicaments ont été approuvés en 3 ans. Il y a un 3e avec Tufferson. Les mécanismes, on comprend mieux. Donc, ça bouge vite, ça bouge beaucoup, ça ne bouge pas assez vite. On comprend ça, mais il y a vraiment de l'espoir et notre compréhension de cette maladie complexe-là a vraiment augmenté beaucoup au cours des dernières années. Donc, on n'aborde pas la maladie d'une manière monolithique. Il y a plein d'approches qui auraient dit qu'il y aurait un essai clinique sur des probiotiques. Personne. Donc, il y a différentes avenues qui se présentent et il va se passer. On va trouver d'autres choses, c'est sûr. Peut-être je peux rajouter, je pense que l'élément déclencheur a été le Ice Bucket Challenge. Là. Donc, je voulais mentionner, c'est merci aux dons. Donc, c'est après le Ice Bucket Challenge qu'on a eu une grosse rentrée d'argent que plusieurs chercheurs ont commencé à travailler chez la SLA. Même Richard ne travaillait pas, donc il est venu dans le domaine et ça fait des énormes différences et on le voit, il y a beaucoup d'essais cliniques à date sur la SLA. Donc, merci aux donneurs. Oui, très bon point, merci. Et j'ai vu quelque part qu'on connaît là et le maladie de Lyme. Je ne sais pas s'il y avait des fondements scientifiques ou si c'était pure spéculation. Est-ce qu'il y a déjà eu des recherches sur ce sujet? To my knowledge, à ma connaissance, non. Ça, c'est la réponse qui me protège. Donc, je n'ai pas tout lu. Personne n'a tout lu, mais à notre connaissance, non. Du point de vue clinique, Vincent, est-ce que tu penses? C'est une bonne question. Ça arrive souvent que les gens posent cette question-là. Un peu plus quand même où je suis en ce moment à Boston, vu que la maladie de Lyme est très fréquente dans le New England, la région de Boston, Connecticut, etc. Il n'y a pas de lien directement entre la SLA et la maladie de Lyme. La maladie de Lyme peut parfois donner des syndromes neurologiques qui sont similaires à la SLA. Donc, on essaie toujours de dépister la maladie de Lyme quand on a un nouveau patient qui a l'air d'avoir une SLA. Mais c'est vraiment souvent un syndrome qui est rapide, qui n'est pas du tout la même évolution chronique qu'une SLA. Puis, habituellement, en effet, si on traite la maladie, ça va être réversible. Donc, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation. J'attrape la maladie de Lyme et je développe une SLA. Ça, il y a eu des études quand même qui ont été faites là-dessus sur la proportion de gens qui ont des anticorps contre la maladie de Lyme qui développent la SLA, puis il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc, c'est pas quelque chose à considérer. Et je pousserais peut-être un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques. Donc, c'est des facteurs qui ne sont pas directement dans le génome. À part l'âge, il n'y a rien de très clair. Il y a les sportifs de très haut niveau où l'incidence de la maladie est plus élevée, mais il n'y a rien qui ressort dans les études qui va venir relier clairement une situation, un contexte avec l'apparition de la maladie. On n'arrive pas à ça encore.
Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la myélose multiple peut avoir un rapport un peu avec la SLA? Je vous ai oublié. Désolé, vous aviez une question, c'est vrai, puis je suis en train de vous oublier. Oui. Merci de la poser. Merci de la poser. Oui, je vous la pose. Merci. Donc, Vincent, c'est peut-être une question plus clinique. Donc, la question de Madame Gagné. Madame Gagné. Pardon, je vais lire votre question, comme ça va donner plus d'informations. Oui, Hein? OK. Donc, l'idée, donc, encore une fois, une histoire familiale. La myélose multiple, donc un myélome, un rapport avec la SLA. Donc, il y a des histoires familiales et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Le diagnostic a été dit quasiment en même temps que mon mari. Et ça, mon mari, ça n'a pas été long, là. Mais lui, il a la myélose multiple. Il y a eu justement, voyons, je ne vais pas te le dire, une greffe qu'il y a eu. Okay. Donc, la greffe osseuse. Oui, c'est ça. C'est une bonne question, Mme Gagné. Je ne suis pas au courant personnellement d'aucun lien entre les deux. Myélome, je ne me rappelle pas d'avoir jamais vu ça. C'est sûr que des fois, c'est un peu la même, pas la même, mais ça peut arriver dans les mêmes tranches d'âge, le myélome multiple et la SLA. Donc, c'est deux maladies qui sont relativement rares, donc c'est pas fréquent qu'on a les deux maladies, mais c'est pas impossible d'avoir les deux maladies, même s'ils sont pas reliés. Je ne sais pas si dans les autres panélistes, il y en a qui ont une idée par rapport au myélome multiple, mais j'ai jamais vu aucun lien personnellement entre le myélome multiple. Je sais que lui, il l'a demandé, et il avait dit non, mais dans le fond, ce n'était pas des chercheurs, là. C'est sûr que c'est ça que je me demandais. Parce s'il y avait un rapport, il y a 50 ans. Donc, quand j'ai vu votre question, j'étais un peu surpris parce que moi, je n'aurais pas fait de lien d'emblée. Je ne suis pas médecin, donc j'ai regardé un petit peu et il n'y a rien qui est sorti facilement. Donc, s'il y avait quelque chose, c'est enfoui quelque part. Donc, possiblement pas. Là. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir oublié votre question. Non, c'est pas grave. Il y en a tellement. Je voulais savoir. Merci. Merci. Donc, d'autres questions? Donc, le chat est tranquille. Bon, ben alors, écoutez, oui, allez-y. Quand vous avez parlé des 4 gènes, quand on identifie une personne porteuse d'un de ces gènes, la médication qui a été mise à la vente, qui est acceptée par éprouver tout ça, est-ce que c'est destiné à un certain type de gène? OK. Donc, la question, c'est donc là, vous faites référence à la technologie qu'on a expliquée au début de la séance. OK. Donc, la question, c'est les gens qui arrivent en clinique SLA, ils vont, prise de sang, ils vont faire une analyse pour essayer d'identifier s'il y a des gènes associés, donc les 4 gènes dont on parlait. La technologie des antisens est vraiment spécifique pour un gène en particulier. OK? Mais en clinique maintenant, il y a, donc on a les gens d'Amylyx, il y a d'autres médications qui sont efficaces à contrôler les symptômes pour un certain temps. Donc, il n'y a pas juste cette technologie-là qui est en place et il y a un certain nombre. Bon, la boîte à outils n'est pas énorme, mais il y en a plus qu'avant qui sont disponibles pour aider les gens suite aux symptômes. Donc, la technologie qu'on a parlé, encore une fois, c'est uniquement pour les gens qui sont porteurs de la mutation sur le gène SOD1, d'une mutation sur le gène SOD1. OK? Ça va? En prie. Donc, écoutez, donc, moi, j'aimerais donc remercier tout le monde. Donc, les panélistes, bien sûr, encore une fois, votre temps, votre générosité pour être ici, votre accessibilité, votre capacité à vulgariser, de présenter les informations
Chantel à Québec, Vincent à Boston. Gros merci pour votre générosité, votre temps. Et puis, je remercie l'équipe fantastique de SLA Québec qui se transforme en gestionnaire de techno et de suivi de questions et tout ça. Et donc, un gros merci à tout le monde pour cette séance-là. Et puis, je passe le bâton à Suzanne qui a battu le trafic de Montréal. Merci. Bon, quelle incroyable soirée encore. Alors voilà, je vous ai promis que je serais ici en personne, donc c'est vraiment hybride ce soir. Merci infiniment du fond du cœur de la part de tout le monde, virtuel et en place, à Richard, aux panélistes, Alex et tout le monde, et virtuellement, de nous avoir rappelé qu'il y a énormément de choses qui bougent dans le monde de la recherche sur la SLA. C'est vraiment l'espoir qu'on a tout le temps. Puis c'est vrai, depuis 4-5 ans, c'est incroyable des avancements. Comme Richard a dit, ça avance jamais assez rapidement, mais ça avance beaucoup plus rapidement que jamais dans l'histoire humaine. Alors, je vous remercie tout le monde d'être ici ce soir. Merci à l'équipe. Je regarde Kate et les membres de l'équipe ici, tout le monde. Merci pour votre aide. Merci aux donateurs qui font avancer la recherche. Merci à toutes nos familles, tous nos membres. Vous êtes la raison pourquoi vous gardez la flamme en nous et pourquoi qu'on est là pour garder espoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Thanks everybody. Take care. Bon été. C'est le premier jour de l'été, alors profitez-en. Puis on vous voit à la prochaine session de Spotlight sur la recherche. Encore une dernière fois, merci à Amilix et MT Pharma d'avoir présenté cette soirée très importante pour notre communauté. Merci.